Bonjour Monsieur le Ministre du Redressement Productif, merci d'avoir accepté notre invitation au matin avec Hubert Hurtas, c'est la matinale politique. Avec plaisir. Des batailles de France Culture. Alors on sait que vous avez présenté il y a quelques semaines le plan du gouvernement pour redresser l'économie, l'industrie française et donc par conséquent d'ailleurs l'économie française. 34 plans d'action destinés à accélérer la mise sur le marché de produits qui feront la croissance de demain, de produits, comme le dit le titre de votre livre, Made in France. Voitures consommant 2 litres 100 km, textiles techniques ou autres objets connectés sont censés aider l'industrie qui a perdu 750 000 emplois ces 10 dernières années. Le gouvernement espère que ce plan permettra d'en créer au moins 475 000 pour les 10 prochaines années. Et donc on aura compris que vous êtes évidemment la cheville ouvrière de ces 34 plans d'action. Alors on vous lit, quand on vous lit attentivement, on voit qu'il y a un volontarisme sans faille pour produire français, retrouver également le moral de l'industrie française. Mais patatras, Arnaud Montebourg, nous avons appris hier que Alcatel-Lucent annonce son 6e plan social depuis 2006, menace 15 000 emplois, dont 900 en France sont concernés. Vous avez jugé la chose excessive, mais entre la volonté, le discours et la réalité économique industrielle du pays. Écoutez, le cas d'Alcatel est un cas que nous connaissons bien, puisque en 7 ans, depuis la fusion entre Alcatel et Lucent, nous en sommes au 6e plan. 6e plan. Nous avons perdu 4500 emplois en France. Bien. Et la situation d'Alcatel aujourd'hui est une situation extrêmement critique, puisque c'est une entreprise qui affiche une dette de 5,7 milliards et une perte au dernier exercice d'1,4 milliard. Donc c'est une entreprise qui perd énormément d'argent. Et malgré tous les plans en question, effectivement, ne redresse rien du tout pour l'instant. Et qui brûle aujourd'hui 800 millions de cash au rythme actuel. Donc c'est une entreprise qui peut disparaître. Donc nous sommes devant une difficulté. Si nous ne faisons rien, nous risquons de tout perdre. Et si nous faisons beaucoup trop dans la restructuration, c'est-à-dire nous acceptons des coupes, nous risquons finalement de faire disparaître aussi Alcatel de la carte du territoire français. Donc nous avons dit, et la politique du gouvernement est de dire il faut sauver Alcatel. Donc nous sommes conscients de la nécessité de le faire. Et Alcatel a annoncé hier 10 000 suppressions d'emplois dans le monde. Pour la France, c'est 900 suppressions et 900 transformations d'emplois avec des obligations de mobilité pour les salariés, les ingénieurs. Donc, notamment les cités de Rennes et de Nantes les plus touchées. 3 sites qui sont fermés. Donc c'est un coup dur pour nous. Donc le gouvernement a dit à M. Combes, qui est le nouveau dirigeant qui est chargé de sauver Alcatel, nous ne souhaitons pas que le tribut payé par la France soit excessif. Et nous le jugeons excessif à ce stade. Les organisations syndicales sont extrêmement fermes et le gouvernement l'est tout autant. Donc nous avons demandé à la direction d'Alcatel de revoir le plan à la baisse pour que la France ne paye pas toujours le même prix, c'est-à-dire toujours le prix de la restructuration. Et nous avons fait cette demande de façon officielle à M. Michel Combes, le PDG d'Alcatel-Lucent. Cela dit, alors il y a des syndicats qui trouvent que par moment on se demande ou pas si il y a un double langage. Vous avez, la veille de cette annonce, c'est Libération qui le rappelle, vous avez adoubé un des hauts dirigeants d'Alcatel-Lucent, Philippe Querrier, qui est patron de la stratégie et de l'innovation, pour piloter un des 34 chantiers, justement, que vous détaillez dans votre livre. Précisément, nous avons décidé, devant la chute libre que connaît aujourd'hui l'équipementier télécom, pour nos auditeurs, Alcatel ne fabrique pas de smartphones, ne fabrique pas des instruments de télécommunication à destination du grand public, mais vend des équipements à ceux qui vendent des services au grand public. Orange, SFR, Free, etc. et beaucoup d'autres, Telefonica en Europe et dans le monde. Nous avons subi des pertes très dures en Europe. Pourquoi ? Parce qu'il y a une agressivité du dumping chinois, notamment des grands opérateurs que sont Huawei équipementiers, qui eux-mêmes cassent les prix et évincent Alcatel-Lucent. Donc, qu'est-ce que j'ai dit hier à l'Assemblée nationale ? Tout le monde s'est rué pour la baisse des prix dans les télécoms. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'arrivée de Free ? Tout le monde, maintenant on achète même des services à 0 €, 2 €. Ben, la conséquence, c'est que tous les équipementiers décident de baisser leurs coûts. Comment ils font pour baisser leurs coûts ? Eh bien, ils prennent du chinois, ils mettent des centres d'appel à l'étranger, et on se retrouve avec des dégâts en termes d'emploi considérables. Alors que le paradoxe, c'est que par exemple l'arrivée de la 4G, notamment, était censée pouvoir donner une bouée d'air à la 4G, nous avons dit aux opérateurs, je leur ai écrit. Je le leur ai dit et ils m'ont répondu par écrit. J'ai la lettre
d'engagement de SFR et de Orange qui dit nous allons faire travailler davantage que dans le passé Alcatel, Lucent, et donc nous avons un plan industriel qui s'appelle Souveraineté Télécom, qui a pour but d'organiser la protection de nos intérêts dans la matière. Donc comme l'autre fois j'ai rencontré les dirigeants de Huawei, je leur ai dit vous ne pouvez pas obtenir presque 1 milliard de chiffre d'affaires en vendant des équipements télécoms sans qu'il y ait un emploi en France. Donc je suis désolé, on va faire comme le Congrès américain. Les Américains ont fait une chose, ils ont dit sécurité nationale, nous ne voulons plus d'équipements chinois dans les réseaux, dans les routeurs, dans le système invisible des télécommunications. Donc ce plan souveraineté télécom, c'est la réponse politique pour sauver Alcatel-Lucent. Quoi de plus normal que de le faire piloter par celui, en tout cas un de ceux, parce que c'est le directeur de l'innovation, donc de la recherche scientifique chez Alcatel, qui dans la filière en a le plus besoin. Hubert Huertas. Cette approche des problèmes d'Alcatel, cette approche finalement modeste qui consiste à essayer de limiter la casse si possible, est-ce que politiquement, au bout du compte, ça ne renvoie pas à Lionel Jospin? Est-ce que ça ne dit pas que, bien qu'il ait été beaucoup critiqué avec sa déclaration, il n'avait pas raison? Est-ce qu'au fond, on n'en revient pas éternellement à cette considération qui dit que l'État ne peut pas tout, même si vous êtes Arnaud mélanger. Je veux dire, quand une entreprise perd de l'argent, qu'elle est au bord de la faillite, il est impensable. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez des solutions, vous, monsieur? Mais non, mais vous savez tout. Là, les journalistes, vous êtes des sachants, vous êtes des experts, les temps actuels, les aristocrates de la pensée. Alors, puisque vous savez tout, monsieur Huertas, on rappelle je vous pose la question qui est, est-ce que mais vous mélangez dans tout. L'approche je vais vous dire pourquoi vous mélangez Arnaud tout. Montebourg. Parce que quand vous êtes une entreprise qui est au bord de la faillite, même le bon Dieu peut pas. D'accord? En revanche, quand vous êtes une entreprise qui fait des profits, là, la politique a des choses à dire. Donc la différence, c'est que là, on a une entreprise qui est en perte lourde et qui risque d'être en grave difficulté. La phrase à laquelle je fais référence, c'était parce que cette entreprise en difficulté. Non, pas du tout. C'était l'époque Michelin. C'était des entreprises qui se restructuraient alors qu'elles faisaient d'énormes profits. Bon. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas tout mélanger. Donc, moi, je prétends que l'État peut beaucoup. Et d'ailleurs, qu'est-ce que nous faisons? Même quand une entreprise est en difficulté, j'en ai 2500 sur mon bureau dans le pays. Nous avons une vague de difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Qu'est-ce que nous faisons devant ces difficultés? Nous les affrontons, nous les regardons en face et nous cherchons à limiter toujours les dégâts. Et nous le faisons dans le plus petit dossier jusqu'au plus gros comme celui-là. Avec les commissaires Non, mais les commissaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce que je fais dans les gros dossiers, ils le font dans les petits dossiers, dans les départements des régions. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent les banquiers, ils mettent les créanciers, ils mettent les salariés, les élus, ils disent qu'est-ce qu'on peut faire. Et chacun prend une part du sauvetage. Les salariés acceptent des départs. C'est pas facile. Et je remercie les organisations syndicales, quand il y en a, qui acceptent ça, parce que c'est une manière de garder l'outil industriel. Si on ne bouge pas, et si je me mets sur un promontoire, M. Huertas, si je vous suis, promontoire, en déclarant il n'y aura pas de faillite, eh bien, on perdra les entreprises. Donc, enfin, écoutez, c'est quand même du bon sens. Donc, nous, notre stratégie est une stratégie de maintien de nos outils industriels. C'est une stratégie à l'allemande. Elle consiste quasi militaire, c'est-à-dire, là où on a un problème, on se met ensemble, on règle le problème ensemble, chacun prend un bout. Les banquiers, on leur dit, écoutez, vous avez été un peu trop gourmand, au revoir, vous abandonnez ça, sinon vous perdrez tout. On dit aux créanciers, d'ailleurs nous en sommes, l'État, parfois, on leur dit, bon, bah, écoutez, on ferme les yeux sur ce petit bout-là, le reste, on verra plus tard. On dit parfois aux dirigeants, écoutez, monsieur, vous avez 75 ans, là, je crois qu'il faut passer la main. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans Alcatel. Alcatel, au bout du 6e plan, on a dit aux dirigeants précédents, écoutez, franchement, vous n'êtes pas brillants, vous êtes en train de nous faire boire le bouillon. Au revoir, monsieur. Et puis, on dit, donc, il n'y a pas que les ouvriers, les cadres, les ingénieurs qui paient, il y a aussi les dirigeants. Donc on fait ce travail. C'est pas très gratifiant, mais je pense que dans l'intérêt de la France, nous devons le faire. Hubert? Vous avez suivi, comme tout le monde, le résultat de l'élection de Brignoles. Est-ce que cette élection, sur laquelle on va vous interroger, elle ne traduit pas aussi une perte de morale au moment où, dans votre livre, vous dites que la bataille du Made in France ne peut se gagner que sur un moral? Donc comment vous faites avec un pays si démoralisé pour avancer le discours que vous tenez? Tout le monde n'est pas démoralisé, monsieur. Heureusement, parce que je rencontre sur le terrain, dans des entreprises, des gens qui font des choses incroyables, extraordinaires. D'ailleurs, on n'est pas que des professeurs. C'est ce que fait votre livre, hein? Oui, je leur donne la parole. Des jouets. Il y a des histoires extraordinaires dans notre pays. Pour la chirurgie. Et ces gens-là sont nos références.
Voilà. On n'est pas obligé de toujours donner la Légion d'honneur à des footballeurs qui marquent des buts contre leur camp. On peut aussi mettre en valeur des gens extraordinaires, des héros anonymes, des travailleurs, des cadres, des syndicalistes, des petits patrons et même des grands qui font un boulot fabuleux qui sont des patriotes. Alors, il y a quand même un climat général. Hein. Non, mais le climat général, vous y contribuez comme nous. Donc, on va arrêter avec ces histoires de climat général. Moi, personnellement, je suis comme André Courrèges, qui est un grand créateur dont la marque vient de renaître. Je suis allé dans l'usine de Pau, rembaucher les couturières aux doigts d'or des années 70, qui sont revenus après leur retraite pour former les petites jeunes en contrat de génération, qui est un contrat de transmission des savoirs entre les générations. Et la phrase du nouveau dirigeant de Courrèges a dit, Monsieur Courrèges disait, toute femme plongée dans une robe Courrèges subit une poussée d'optimisme. Tout citoyen plongé dans le redressement productif subit, Monsieur Voinchet subit une poussée d'optimisme. Donc moi, je suis victime de ça. Donc je suis désolé, je vais vous distribuer l'optimisme. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? À Brignoles, vous voulez que je vous le dise, c'était un canton Front National en 2011. Point numéro 1. Point, il n'y avait pas de candidat socialiste. Donc il y avait un candidat communiste. Or, le Parti communiste, comme vous le savez, est plutôt un parti dans l'opposition que dans la majorité. Donc pourquoi voulez-vous que les électeurs socialistes se déplacent? Troisièmement, il y avait un candidat écologiste, un candidat communiste, qui sont deux minoritaires, ultra minoritaires, dans la gauche, qui sont les seules offres possibles. Donc comment voulez-vous que ça fonctionne? Donc il n'y avait même pas un candidat de gauche commun. Donc bon, ça donne le résultat qu'on a connu. Excusez-moi, dans mon département Saône-et-Loire, j'ai eu 4 cantons aux dernières élections cantonales en 2011. J'étais président du Conseil général, je regardais ça de très près. 4 cantons où le Front National était au 2e tour. 4 Et c'était l'UMP qui était éliminé face au PS. Pourquoi? Parce que chez nous, l'UMP est plus faible que le Parti socialiste. Donc, c'était l'inverse. Donc, les professeurs de pessimisme, il y a rien qui n'annonce quelque chose d'ennuyeux ou de dangereux. Mais on l'a déjà eu la dernière fois, c'est ce que je suis en train de vous dire. Pour les municipales, dans 6 mois. Ça, les municipales, on verra les élections. Les cantonales, on connaît. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu beaucoup d'élus du Front National. Vous n'êtes pas trop alarmé. Je suis combatif et engagé, monsieur. Je ne commente pas, je ne suis pas un commentateur d'action publique. Ça, c'est votre boulot. Moi, je suis un acteur. Vous voyez, c'est toute la différence. Moi, je ne peux pas faire des commentaires sur... Vous voyez, je ne sais pas faire. Mais est-ce que ça ne serait pas temps? Est-ce que ça ne serait pas temps? Oui, non, si, vous ne savez pas faire. C'est ce que disent souvent vos collègues, grands hommes politiques et grands orateurs, mais parfois, au fond, piètres stratèges, disent ceux qui parlent hors micro dans les colonnes des journaux qui font votre portrait, Arnaud Montebourg. Mais est-ce que tout de même, on parle de la question du Front National, est-ce que le vrai sujet n'est pas, quel que soit le score du Front National, la question de l'abstention, quand même, là, en l'occurrence? Et le fait que l'abstention soit venue beaucoup de la gauche. Mais c'est très simple, c'est que nos électeurs aujourd'hui ne se reconnaissent pas dans une action qui est une action, excusez-moi, c'est ce que j'ai expliqué l'autre jour, où nous sommes obligés de rétablir, de redresser ce pays qui est très difficile. Je vous rappelle que nous devons inverser la courbe du chômage, reconquérir et reconstruire l'industrie, reconstruire l'éducation nationale qui est en chute libre, redresser les comptes publics, limiter, affaisser, diminuer drastiquement le déficit. Nous faisons le travail que nos prédécesseurs auraient dû faire, qu'ils n'ont pas fait. Ils ont fait des politiques à crédit avec des cadeaux fiscaux. Donc évidemment, là, la facture arrive et c'est nous qui devons faire ce travail. Donc nous faisons le sale travail. Est-ce que nos électeurs nous en sont reconnaissants? Je ne crois pas. DJ, une bonne nouvelle qui tombe à l'instant. Vous vous souvenez que vous ne restez pas très tendre avec Mittal dans votre livre, mais voilà que nous apprenons tout de même que le géant mondial de l'acier ArcelorMittal a annoncé aujourd'hui un investissement de 92 millions d'euros pour la réfection complète de l'un des 3 hauts fourneaux dont il dispose sur le site de Dunkerque, dans le Nord, 6 mois donc après la fermeture de Florange. Et je cite Henri-Pierre Orsoni, le patron de la division Atlantique et Lorraine du groupe sidérurgique, cet investissement confirme la volonté du groupe d'investir dans la durée en France afin de consolider ses activités sur le territoire ainsi que sa stratégie en Europe et en France. Moi, je dis qu'il a dû vous lire. Ben, c'est très bien. Finalement, j'ai bien fait. 92 millions les d'euros. engagements de M. Mittal, on va voir s'ils sont respectés. Donc nous, c'est notre travail de les faire respecter. Donc s'ils les respectent, je ne peux que m'en féliciter. Hubert? Oui, vous avez préciser, vous avez raison, que vous n'êtes pas un commentateur. Donc là, je ne vais pas m'adresser au commentateur, je vais m'adresser à l'acteur. Cet acteur avait proposé, il y a peu de temps,
qu'on change de République. Vous avez été l'un des fondateurs de cette idée. C'est vrai. Pour une 6e République, vous êtes dans un gouvernement en tant qu'acteur. Vous travaillez sous la responsabilité du président de la République, qui est le premier acteur. Le président de la République lui dit « 6e République, j'y crois pas ». Il était devant le Conseil constitutionnel et il s'est franchement rangé dans tout ce qu'il y a de plus traditionnel de la 5e République, dans la forme et dans le fond. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Est-ce que c'est quand même pas, en tant qu'acteur, une très grosse couleuvre que vous devez avaler? Écoutez, Arnaud Montebourg. au moins, le président de la République, François Hollande, a le mérite de la cohérence, puisqu'il l'a toujours dit, quand il était dans l'opposition, comme il était à la majorité. Je me souviens d'un congrès où, sur la 6e République, j'ai refusé la synthèse. J'étais tout seul au Mans, à 3h du matin, dans la nuit, tout seul, pour cette raison. Donc, je le sais, et à quel point il est résilient à cette idée, résistant à cette idée. Est-ce qu'il a changé? La réponse est non. Est-ce que moi j'ai changé? La réponse est non. Est-ce que moi je pense qu'il faut que ça change sur le plan démocratique dans notre pays? La réponse est oui. Mais la différence entre lui et moi, c'est que lui c'est le président de la République et que c'est lui qui a l'initiative sur ce type de dossier. Il a changé un peu quand même, parce que pendant sa campagne, il avait fait un certain nombre d'ouvertures. Là, il a l'air de réduire la 6e République à la fin du suffrage de l'élection du président, suffrage universel. Et vous savez très bien, puisque vous y avez beaucoup réfléchi, que ce n'est pas seulement cela. C'est vrai, mais en même temps, il a quand même évolué sur le non-cumul des mandats, puisqu'il a imposé la fin du cumul des mandats aux parlementaires, ce qui est une très grande réforme, qui est une des composantes de la 6e République. Il était contre avant. Donc je note qu'il a quand même progressé. Vous voyez que finalement, on arrive quand même à s'entendre. Arnaud Montebourg. 8h16, vous êtes bien assis, accroché à votre table, Arnaud Montebourg, parce que voilà, donc la chronique de Brice Couturier. Oui, je vais vous donner lecture d'une dépêche AFP. Le président de la République a décrété jeudi dernier la mobilisation générale pour enrayer le déclin de l'industrie française menacée par la crise. On lit plus bas dans cette dépêche qu'il a annoncé une série de mesures témoignant d'un fort volontarisme, puisqu'il annonce que l'État va allouer 5,5 milliards de soutien aux entreprises innovantes, une prime de relocalisation qui sera attribuée aux entreprises françaises qui décideront de revenir sur le territoire. Au passage, le président de la République a fustigé ces constructeurs automobiles qui ferment des usines en France. Je le cite, « Qu'on aille créer des usines à l'extérieur, ça me va très bien, lorsque c'est pour y gagner des parts de marché, mais qu'on aille fabriquer des voitures à l'extérieur pour les ramener en France, ça, je ne l'accepte pas. » Une conférence nationale de l'industrie devra proposer dans les plus brefs délais des mesures concrètes d'allègement et de simplification de la réglementation. Eh bien, cette dépêche en question, elle date du 3 mars 2010, et le président de la République s'appelait Nicolas Sarkozy. Alors qu'on ne nous dise pas que le volontarisme réindustrialiste succède à la coupable négligence d'une équipe obnubilée par les services et la finance. On a plutôt le sentiment d'entendre une vieille rengaine quand l'exécutif aujourd'hui nous présente ses 34 plans de réindustrialisation de la France, avec la nomination de personnalités du monde de l'industrie chargées de faire remonter les besoins financiers ou réglementaires de chacun, ainsi que la création d'une banque publique d'investissement. Je me demande quand est-ce qu'on va nous faire le coup du grand emprunt. Alors, dans leur petit livre « 10 idées qui coulent la France », les jeunes économistes Augustin Landier et David Tesmar consacrent 2 chapitres entiers sur 10, à réfuter l'idée qu'une économie moderne et exportatrice ne saurait accepter de voir réduire la part respective de sa production industrielle. Pour eux, eh bien, le passage d'une économie basée sur l'industrie à une économie de services est aussi naturel que l'a été la transition de l'ère agricole à l'ère industrielle. Je les cite, « Le danger qui nous guette, ce n'est pas la Disneylandisation du pays, c'est plutôt le coût d'entretien d'un Jurassic Park industriel porté à bout de bras par l'État. » Moi, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'il faut éviter à tout prix un certain nombre de choses parce que tout le monde est d'accord. Ce qu'il faut éviter, c'est saupoudrer l'argent public. Distribuer un petit peu d'argent à de nombreuses entreprises, ça coûte cher aux contribuables et ça aide moins nos industriels que ne le ferait par exemple l'alignement de l'impôt sur les sociétés sur les taux allemands, 30% chez eux, 37% chez nous. C'est pratiquer le clientélisme. On a trop vu dans le passé des industries condamnées, maintenues artificiellement pendant de nombreuses années en survie grâce au soutien intéressé de quelques grands barons locaux. Je ne vais pas donner des noms, il y en aurait trop. C'est empêcher que nos entreprises aillent... ce qu'il faut éviter aussi, c'est empêcher nos entreprises d'aller chercher la croissance dans les pays où elle existe.
C'est s'imaginer que les hauts fonctionnaires à Bercy seraient mieux qualifiés que les entrepreneurs privés sur place pour déterminer quelles seront les technologies porteuses sur les marchés d'avenir. Les précédents du plan calcul ou du Minitel devraient servir d'avertissement. Alors je ne sais pas si l'on aura besoin d'un État stratège au XXIe siècle comme on en a eu sacrément besoin dans les décennies d'après-guerre, c'est vrai, mais qui niera que nous avons besoin d'un État qui assure la qualité des infrastructures et des services publics, d'un État qui offre un bon niveau de formation et de qualification des citoyens, d'une bonne attractivité du territoire. Ça passe notamment par une fiscalité claire et stable qui ne change pas tous les 6 mois. Vous exigez de Bruxelles que notre Union se batte à armes égales avec les géants chinois et américains qui savent très bien, eux, vous avez raison, obtenir subventions, dérogations, crédits d'impôt et marchés publics protégés. Comment ne pas vous donner raison? À condition que cela soit fait dans le but de faire disparaître ces entraves à la concurrence et non pas une manière d'entourer la forteresse Europe d'une enceinte à l'abri de laquelle elle pourrait décliner et mourir tranquillement, car pendant que nous parlons, Américains, Japonais, Canadiens, Indonésiens d'un côté, Chinois et Coréens de l'autre, sont justement en train de négocier la création dans le Pacifique d'une zone de libre-échange, la zone de libre-échange la plus puissante du monde, le partenariat transpacifique, et l'Europe pourrait bien se retrouver larguée avant le milieu du siècle si elle s'entourait de telles barrières. La chronique de Brice Couturier à retrouver sur franceculture.fr. Arnaud Montebourg, monsieur le ministre. Il y aurait beaucoup à dire. D'abord sur le fait que, finalement, vous citez les rengaines des libéraux qui nous ont menés au désastre. La France, c'est la lanterne rouge de l'Europe. Vous faites référence au livre, donc en l'occurrence Landier. Oui, qui sont des perroquets, des dogmes libéraux qu'on connaît. Ça fait 20 ans que ça dure. On nous explique les services, c'est formidable, on n'a plus besoin d'industrie. C'était M. Turuk qui était à la tête d'Alcatel. Il avait dit la France sans usine. Ben voilà, il était arrivé. On est en train de tout perdre. Mais vous savez, la France sans usine, c'est des usines ailleurs pour d'autres. Moi, je préfère les avoir pour nous. Alors, regardez l'Europe. Monsieur Couturier, il va falloir regarder les choses précisément. Eurostat a regardé la part de l'industrie dans la richesse nationale des 5 grandes puissances européennes. Allemagne, 23%. Italie, 17%. Espagne, 15%. On a toujours regardé le Sud. Pas du tout. Le Sud nous donne des leçons extraordinaires. L'Allemagne dit c'est les pays du Club Med. Ben, les pays du Club Med, ils produisent. Ils produisent sur leur territoire. Ils ont des emplois industriels. Et c'est pour ça qu'ils résistent solidement dans la difficulté financière et non pas industrielle. L'Angleterre, qu'on a présenté comme une sorte de contre-modèle de la désindustrialisation post-thatchérienne, est remontée à 12. Et la France, 11. Voilà, ça c'est le résultat, 750 000 emplois perdus en 10 ans. Et alors, pour tous les libéraux qui en douteraient, pourquoi ces pays en sont là? Parce qu'ils l'ont décidé, et qu'ils ont décidé de le financer. Voilà. Et je voudrais d'ailleurs La Grande-Bretagne, il y a eu un plan dans le genre de ceux que vous proposez? Eh bien, je vais vous le dire. L'Allemagne vient d'annoncer qu'elle mettait 8 milliards d'argent public sur les innovations, sur les entreprises, comme nous le faisons, 0,3% du PIB. Voilà. La Grande-Bretagne a annoncé 50 milliards. Alors, évidemment, c'est difficile à chiffrer. C'était au mois de juin par le gouvernement Cameron. C'est difficile à chiffrer parce qu'ils ont mélangé les infrastructures, les services publics et l'innovation industrielle. Mais ils ont un plan qui est le plan de Sa Majesté, reine du Commonwealth. Nous avons au Japon 1% du PIB, mais c'est considérable, 1% du PIB qui est consacré dans un programme industriel qui s'appelle Japan is Back. Aux États-Unis d'Amérique, c'est 100 milliards de dollars qui ont été annoncés en 2011. C'est un plan de réindustrialisation. C'est quand même 0,6% du PIB. Quant à la Chine, n'en parlons même pas. Il faut lire le plan quinquennal du Parti communiste chinois. C'est 6% du PIB, 489 milliards. Donc, tous nos concurrents utilisent l'alliance des États et de l'industrie pour réindustrialiser. Donc, il n'y a que 2 économistes que vous citez, et vous qui portez un appui indu, qui expliquent que l'État ne devrait pas. Bon, écoutez, tous ces gens-là sont balayés par le vent de la réalité aujourd'hui. Et ils devraient de temps en temps se payer un voyage pour savoir ce qui se passe en dehors de la France et sortir de leur labo. D'ailleurs, j'aimerais savoir comment on peut, quand on est universitaire, être autant de mauvaise foi avec la réalité actuelle. Alors, bon, ça, c'est pour fermer le banc. Ensuite, vous me posez la question du protectionnisme. Écoutez, monsieur, aujourd'hui,
La Chine est fermée à 80%. Et je suis gentil en disant ça. Le Japon, c'est 95%. Les États-Unis d'Amérique, c'est 60%. D'accord ? Quel est l'endroit ? L'Argentine, le Brésil, tous les pays émergents ont érigé ce que vous appelez des barrières horribles, avec des barbelés. D'ailleurs, ils sont plus cléments avec les hommes qu'avec les produits. Nous, on contrôle 100%, 95% des hommes qui se présentent aux frontières, n'est-ce pas ? Et on ne contrôle jamais, on ne contrôle que 0,4% des produits qui viennent et rentrent sur notre territoire. Je préférerais qu'on fasse parfois... Et vous mettez tout ça sur le dos de l'Europe. Hein, mais non, je ne mets pas ça sur le dos de l'Europe. C'est la politique européenne, des États membres et de la Commission européenne. Je ne le mets pas sur le dos. C'est nous, l'Europe. Donc nous, on est contre. D'accord ? C'est clair ? On est contre. Et d'ailleurs, on a eu un mandat pour réorienter l'Europe. Qu'est-ce qu'on veut, monsieur ? On ne veut pas faire des barrières. On veut juste que l'Europe existe et impose, c'est la première puissance économique au monde. Est-ce que vous savez que la France et l'Allemagne, c'est 92% du PIB chinois ? C'est-à-dire France-Allemagne, on est presque aussi fort que la Chine. Pourquoi les Chinois nous imposeraient leurs règles ? Non, nous avons à affirmer notre modèle, défendre notre modèle social, notre modèle environnemental, et donc fixer des règles aux frontières. Et d'ailleurs, et en l'occurrence, pouvoir s'inspirer du système américain. Mais s'inspirer du système mondial. La mondialisation, qu'est-ce que c'est maintenant ? Comment elle est en train d'évoluer ? Pourquoi d'ailleurs je défends la démondialisation ? C'est parce que c'est le rétrécissement. Et vous dites que ça s'est amorcé d'ailleurs. Elle s'est amorcée. C'est le rétrécissement finalement du champ du libre-échange. Il est régional. Vous avez l'ASEAN. Qu'est-ce qu'ils font, les ASEAN ? Au lieu de faire des barrières frontières nationales, ils font des barrières communes. Donc vous êtes complètement en dehors des clous intellectuels sur une radio aussi prestigieuse. Je n'en reviens pas qu'on puisse se planter de cette manière, monsieur. Personne n'est parfait. Non, mais monsieur Brice, il y a quelque chose d'incroyable dans votre pensée. Ils sont en train de faire ce que font... Non, parce que... On a le temps. Alors non, on n'a pas le temps, parce que je veux terminer quand même ma phrase. Souffrez que je termine ma phrase. Après, vous ferez ce que vous voudrez de moi. Mais je veux terminer. L'ALENA, c'est quoi ? C'est une zone de libre-échange à l'intérieur et des barrières frontières à l'extérieur. Des barrières aux frontières à l'extérieur. L'ASEAN, c'est exactement ce qu'ils veulent faire. Le Mercosur, exactement la même chose. L'Union européenne, ça devait être ça. Ça ne l'a jamais été, puisque ça a été le démantèlement. Donc nous sommes ouverts à 99,7%, pendant que tous les autres sont fermés, à l'inverse, à 50, 60, 70, 80, 90. Comme dit Hubert Védrine, nous sommes les idiots du village mondial. Ça m'ennuie que vous soyez parmi les idiots. Monsieur Brice. Alors, je vais essayer de vous répondre. Écoutez, l'Union européenne est d'abord une puissance exportatrice. Et dans cette Union européenne, le pays leader, celui qui s'en sort le mieux et qui donne le là en ce moment en Europe, comme vous le savez, c'est l'Allemagne. Or, l'Allemagne est la deuxième puissance exportatrice du monde, alors même qu'elle est une paiement réduite. Donc, l'Allemagne n'a certainement pas l'intérêt de suivre des gens comme vous qui disent il faut faire monter les barrières douanières pour nous protéger contre les marchés extérieurs. Eux sont arrivés à être compétitifs. Pourquoi essayer de devenir plutôt comme eux, plutôt que d'essayer de protéger des choses qui sont en train de mourir chez nous. Premier argument. Deuxième argument, vous me dites, partout dans le monde sont en train de se créer des puissances régionales qui cherchent à fermer leur marché contre les produits étrangers. Je viens de vous citer le cas du partenariat transpacifique, qui est un événement historique absolument fondamental, sur lequel d'ailleurs nous sommes extrêmement peu informés parce que nous ne nous y intéressons pas. Mais ce partenariat transpacifique, il va représenter le premier marché libre du monde devant le nôtre, et c'est important de le souligner, parce qu'il va effectivement réunir d'un côté le bloc que les Américains avaient essayé de constituer avec les Japonais, les Canadiens, les Indonésiens, les Vietnamiens, les Malaisiens et j'en passe, et le bloc que les Chinois étaient en train de constituer en face avec la Corée et quelques autres. Donc on va assister là, autour du Pacifique, qui est la zone qui a la plus forte croissance du monde, au plus grand marché libre, le plus grand marché de libre-échange du monde. Si on écoute les gens comme vous qui nous disent je suis d'accord avec vous sur l'idée qu'il faut se défendre, il faut être à armes égales, bien entendu. Bah oui, bien entendu, si les Américains ferment leur marché public, nous devons réagir alors on est d'accord, par une réciprocité. Non, mais si, parce que le but après, quel est le but ? Est-ce qu'il s'agit d'obtenir un désarmement des frontières douanières entre les blocs en question, ou est-ce qu'il s'agit au contraire d'agoniser chacun à l'abri de ses frontières ? Mais ça, c'est de l'idéologie en vente libre dans tous les bureaux de tabac. Excusez-moi, c'est pas de votre niveau. Vous êtes un caricaturiste, vous n'êtes pas un homme qui discutait. Moi, je ne veux pas mettre des barbelés aux frontières. C'est pas le sujet. Je dis que quand on a un pays protectionniste comme la Chine, on lui met la récité en face. Et après, on discute. Pour obtenir la baisse de ces barrières, pas pour essayer de faire une espèce de guéguerre. On est à égalité. Peu importe. Parfois, pour ouvrir. La question, c'est ça. Quel est le but ? Le but, c'est d'être fort.
Je suis un mercantiliste, comme l'était Jean-Baptiste Colbert, d'ailleurs, à sa manière. C'est-à-dire que notre but, c'est d'obtenir des marchés, de conquérir le monde, d'une certaine maniine, par les marchés. Donc, c'est comme ça que l'industrie française s'est plantée devant l'industrie britannique à l'époque. Écoutez, monsieur, je vous assure, c'est pas crédible ce que vous racontez. Je suis désolé, je m'attendais à bien meilleur en venant à France Culture. J'ai l'impression d'être sur BFM. Écoutez, mais c'est une très bonne radio. C'est une très bonne radio. On se croirait en face Jean-Jacques Bourdin, ici. C'est incroyable. Alors, je voulais juste vous dire que ce que nous défendons... Non, mais ça vous fait un peu de bien qu'on vous secoue un peu le matin, ça ne fait pas de mal. Ce que nous défendons, la réorientation de l'Europe, c'est la réciprocité. Vous faites du protectionnisme. Qui est le plus protectionniste du monde? La Chine. D'ailleurs, nous avons combien mais l'Allemagne comme la France, nous avons tous les deux, à peu près, les deux pays, 25 milliards de déficit vis-à-vis de la Chine. Nous demandons le rééquilibrage. D'ailleurs, à chaque fois, je vois un dirigeant chinois qui dit rééquilibrage. Soyons compétitifs. Les Allemands le sont. Mais les Allemands ne le sont pas plus face à la Chine parce que les Allemands, ils ont 10 milliards dans la vue face aux Chinois. Donc, vous dites n'importe quoi. Il n'y a pas de possibilité d'être compétitif face aux Chinois qui ont des esclaves, qu'ils font travailler dans des conditions environnementales scandaleuses. D'ailleurs, il en est de même partout. Alors, qu'est-ce que c'est que la bataille du commerce extérieur allemand, il est bénéficiaire ou déficitaire? Il est bénéficiaire. Pas avec la Chine, il est déficitaire et vous le savez très bien. Pas avec la Chine, et vous le savez très bien. Il est excédentaire avec nous, et ça, c'est des problèmes intra-européens, mais pas à l'égard du reste du monde. Donc, qu'est-ce que c'est que la bataille du Made in France? Je vous corrige immédiatement. Le commerce extérieur allemand est bénéficiaire à l'égard du reste en dehors du monde, en dehors de l'Union européenne, contrairement à ce que vous venez de dire. Je vous parle qu'il est déficitaire vis-à-vis de la Chine. Oui, la Chine, mais il y a d'autres marchés dans le monde. Le pays protectionniste du reste du monde. D'ailleurs, Huawei, on parlait d'Alcatel tout à l'heure, c'est un problème chinois. Voilà. Donc, merci de me donner raison. Vous auriez dû commencer par ça, on aurait gagné du temps pour l'intelligence collective. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que la bataille du Made in France? C'est-à-dire que nous avons la possibilité à 64 millions de Français de nous donner la main, une sorte de cordée, où chacun prend sa part, qu'on soit consommateur, producteur, entrepreneur, ingénieur, et on reconstitue notre force industrielle. Et c'est nous qui avons en Europe le plus long chemin à faire, parce qu'on est les derniers maintenant. Et donc ça, c'est le résultat du sarkozysme, en quelque sorte, des dernières années. Et les actes sont là pour parler en défaveur de nos prédécesseurs. Je ne parle pas des discours, je parle des actes. Maintenant, comment on va faire? Écoutez, c'est très simple, c'est pierre après pierre. C'est un boulot de titan. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, les producteurs, on leur demande de relocaliser. Donc, on garde ce qu'on a, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, le plus possible, en restructurant nos outils industriels, garder nos brevets, nos technologies, nos savoir-faire, nos usines, même si on perd de format, on restructure, on reprend de la compétitivité. Donc ça, c'est pas faire de linge, les pays font ça. Voilà, premièrement. Donc l'idée libérale qui consiste à dire, voilà une entreprise malade, il faut abattre d'urgence cette entreprise, c'est comme si on disait à tous les malades qui viennent à l'hôpital, vous entrez à l'hôpital, on vous abat à l'entrée, on ne vous soigne pas parce qu'on a besoin de garder nos ressources d'infirmières et médecins pour les bien portants. Voilà l'idée stupide que propage mon interlocuteur assez curieux ce matin. C'est la Saint-Brice aujourd'hui. Deuxièmement, nous récupérons ce qu'on a perdu. C'est le travail de relocalisation. C'est un travail pierre après pierre. On fait ce travail, Paraboot, Habitat, Solex, vous avez des marques, et puis vous avez des marques dont on n'entend jamais parler, L'Oréal, Renault, on n'entend jamais parler, mais ils ont relocalisé. Ils le font. Et ils le font à la faveur d'accords de compétitivité, c'est-à-dire où les syndicats se mettent autour de la table, font un petit effort, et en contrepartie, ils ont plus de travail, peut-être plus d'emplois dans les années à venir. Et en mettant une surtaxe sur l'impôt sur les sociétés, vous pensez que vous en faites revenir beaucoup? Elle est temporaire et exceptionnelle, parce qu'on a juste à boucler le budget, et on ne voit pas pourquoi les ménages devraient toujours payer. Vous voyez, c'est juste la question de l'équilibre entre les ménages et les entreprises. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi à faire? On a à conquérir les nouvelles frontières. Et ça, c'est les 34 plans industriels que nous avons annoncés avec le président de la République, comme d'ailleurs les grands pays industriels ont décidé de le faire. Et c'est nous, dans les nations industrielles, qui mettons le moins d'argent. J'ai parlé de 6% du PIB. Nous, les Allemands, 0,3% du PIB. Nous, c'est 0,2% du PIB. Pourquoi? Parce qu'on a moins d'argent que les autres. On a des problèmes budgétaires et financiers. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? D'abord, on va surtout mobiliser l'investissement privé. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait le choix de confier, parce qu'on sait ce qui n'a pas marché dans le passé, et on voudrait que ça marche maintenant dans l'avenir, de confier la direction de ces plans industriels à des entreprises, à des chefs d'entreprise du secteur. Comme Carlos Ghosn, par exemple. Par exemple, mais il y en a d'autres. Il n'y a pas que Carlos Ghosn. Carlos Ghosn, il a un dossier très important. C'est le véhicule à pilotage automatique sans chauffeur, qui est la nouvelle frontière de l'automobile, et qui est en train de bouleverser certainement les usages de l'automobile pour gagner une nouvelle liberté. Et donc, sur le plan des symboles, c'est pas un peu compliqué. Arnaud Montebourg et Carlos Ghosn
dans l'image, vous n'êtes pas exactement vous faites pas équipe. Vous savez, la politique, ça consiste, c'est un rapport avec l'altérité. C'est le fait de considérer autrui qui est différent de je est un autre. Voilà. La politique, c'est ça. Donc oui, je ne suis pas Carlos Ghosn et Carlos Ghosn n'est certainement pas Arnaud Montebourg. Il y a des symboles en politique et Carlos Ghosn, à tort ou à raison, c'était le symbole du grand patron qui gagnait trop d'argent. D'accord, mais ce n'est pas le problème. Non. Il peut être d'ailleurs un excellent visionnaire des marchés de l'automobile mondiale, par exemple. Quand il va préférer ouvrir une usine au Maroc Écoutez, il y a eu un passé, Renault qui a, c'est vrai, délocalisé. Enfin, il y a 10 ans. C'est un passé très récent, 2012. Écoutez ce reportage, 14 février 2012, Alcara. Quelques jours après l'inauguration de l'usine géante de Renault à Tanger, la polémique bat son plein en France. Dimanche, le candidat socialiste à l'élection présidentielle François Hollande a regretté que le gouvernement, actionnaire du constructeur, ait laissé faire alors qu'il définit le Made in France comme une priorité. Le groupe va investir 1 milliard d'euros pour assembler à Tanger 3 futurs modèles de sa gamme à bas prix, vendus en Europe et dans le pourtour méditerranéen sous la marque Dacia et ailleurs aux couleurs Renault. Les ouvriers de base gagnent 250 €, sachant que le SMIC local est fixé à environ 200 €, auxquels s'ajoutent certains avantages, parmi lesquels une cantine gratuite et une complémentaire santé. Et vous avez raison, mais tout ça est tout à fait exact. En 2002, il y a 10 ans, quand Lionel Jospin a rendu les clés aux Français, Renault produisait plus d'1 million de véhicules sur le territoire français. Quand moi je suis arrivé au ministère du redressement productif, plus que 500 000. Ça, c'est le bilan des années de défaisance, de délocalisation. D'ailleurs, sur une autre marque qui est une marque low cost, où, en effet, la question du coût du travail est en rapport avec le prix des véhicules. C'est-à-dire que pour sauver Renault, il a fallu construire des Dacia en Roumanie. Pas qu'en Roumanie. Pas qu'en Roumanie, bien sûr, je prends l'exemple. Au Maghreb. Bien sûr. Mais qu'est-ce que j'ai demandé à M. Ghosn quand je suis arrivé? Je lui ai dit, M. Ghosn, c'est le retour de Renault en France et le retour du Made in France. Donc maintenant, il faut trouver les voies et les moyens, parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Je suis actionnaire. Et il vous a parlé de coût de travail, lui. Et il a dit, d'accord, mais enfin, comment je fais pour me battre l'Allemagne, etc. Je dis, il faut faire comme les Allemands. Délocalisation, il faut trouver qui, quoi. Non, c'est parce ça que les Allemands, c'est comme ça qu'elles gagnent. Les Allemands ont augmenté leurs emplois sur le sol allemand. Parce qu'ils vendent davantage, mais ils ont délocalisé leur production industrielle automobile largement. Voyons, on ne peut pas nier ça. L'Allemagne a augmenté ses emplois sur le sol allemand et a augmenté en même temps sa compétitivité. Et ses délocalisations. Non, parce que c'est sur la sous-traitance. Ils ont fait le choix inverse. Donc, nous, notre position a été de dire il faut revenir en France. Qu'est-ce qu'a fait M. Ghosn? Il a réuni l'ensemble des organisations syndicales, y compris, celles qui n'avaient pas signé l'accord national interprofessionnel sur la sécurisation et le maintien de l'emploi, ont signé un accord. Certaines, comme Force ouvrière, et qui représentent 65% des salariés de Renault, ont signé un accord sur le retour à la compétitivité des usines Renault, usine par usine. Donc ils ont augmenté leur temps de travail, accepté des sacrifices sur le mode de rémunération. La contrepartie, c'est que Renault a relocalisé sur le territoire national, à Flins notamment, 200 000 véhicules. Donc on remonte à 700 000. Il faut continuer comme ça. Attendez, Arnaud Montebourg, d'accord, on remonte. Mais ça a 3 mois. 3 mois, c'est notre travail, ça. C'est un nouveau cycle qui s'ouvre dans les relations entre Renault et la France. Dans son livre noir de Renault, Benjamin Cuc souligne que la part de production française dans la production totale de Renault est passée de 50% en 2005 à 20% en 2012. C'est bien Carlos Ghosn. Oui, mais c'est bien Carlos Ghosn qui est responsable de ce déclin-là. Mais je ne vous dis pas le contraire. Mais je vous dis que nous sommes en train d'inverser cela. Et c'est ce que j'ai demandé aux dirigeants de Renault. Et ils vous écoutent le doigt sur la couture du pantalon, les chefs d'entreprise? Je ne sais pas, mais je suis son actionnaire. Vous avez remarqué? Oui. Je suis son actionnaire. Donc j'ai 2-3 mots à lui dire. On ne parle pas à un patron de la même manière quand on est son actionnaire, quand on ne l'est pas. Oui, je voudrais vous poser une question politique. Il y a une espèce on va dire de mystère, pour employer un grand mot, dans cette rentrée. C'est qu'après tout, ça devrait se passer pas trop mal pour le gouvernement et pour le président de la République, parce qu'il avait fait un pari. Il était le seul à dire l'économie va reprendre. Tout le monde avait rigolé. Il avait dit on va inverser la courbe du chômage. Elle n'est peut-être pas inversée, mais enfin il y a au moins un ralentissement. Donc il devrait toucher quelques dividendes. Or, ça n'est jamais allé aussi mal. Vous avez vu les sondages concordants, puisqu'il ne faut pas les prendre un par un, mais ensemble, et on bat des records d'impopularité. Comment vous l'expliquez?
Qu'est-ce qui ne va pas dans le fonctionnement de ce gouvernement qui fait que, même quand il a des résultats, finalement, il n'en est pas crédité, et pire encore, il paraît même en souffrir. Bon, écoutez, moi je commente pas les sondages, je sais pas Arnaud faire. Montebourg. Non, mais c'est pas le commentaire des sondages, moi, c'est l'action du gouvernement. Moi, je sais pas faire. Je sais commenter des résultats. Alors, par exemple, moi, j'ai un phénomène qui se passe dans mon secteur, l'industrie, où j'ai, sur les 3 derniers mois, des reprises assez significatives. Oui. Industrie de l'habillement, Alors, plus 8,5. pourquoi vous engrangez pas? C'est politique, Laissez-moi ça. déjà l'expliquer. Comme ça, on pourra, les Français qui vous écoutent pourront peut-être s'en rendre compte. L'industrie du cuir et de la chaussure, plus 5,3. Fabrication en France, hein, tout ça, c'est pas en Chine, hein, c'est ici, hein, monsieur. Vous voyez, l'industrie, ça remonte. Hein, c'est bien ça. Hein, ça va vous surprendre, vous allez voir. Il y a de l'industrie en France et elle remonte. La fonderie, plus 4,7. Fabrication de composants, cartes électrolytes, plus 4. Construction aéronautique, on le savait, plus 6. Etc. etc. C'est-à-dire que nous avons, dans la traduction des chiffres du chômage, des baisses sur les fins d'intérim assez significatives, des baisses sur les licenciements économiques et des baisses sur les fins de CDD. Première partie et de ma les radiations question. administratives ont baissé de 25%. Bon, donc on a des résultats qui sont en rapport avec l'évolution, la reprise de l'économie. Bon, donc c'est que cette stratégie est peut-être la bonne et qu'il faut continuer en ce sens. Moi, ça m'intéresse d'avoir des secteurs en croissance et que les exportations reprennent. Parce qu'elles reprennent, monsieur Teinturier. Vous voyez, Couturier. Teinturier, Couturier. Excusez-moi, monsieur Brice. Mais comment se fait-il alors que ça va mieux? Excusez-moi, monsieur. Comment se fait-il alors que ça va mieux? Vous venez de citer un certain nombre de chiffres. Que ça aille plus mal, politiquement. Il n'y a pas que moi qui pose la question. Au Parti Socialiste, on la pose. Eh bien, écoutez, c'est que parce que les Français ne sont pas convaincus. Donc, c'est à nous d'obtenir des résultats, de les mettre sur la table, de discuter, de montrer que ce pays est en train de se relever. C'est un travail difficile, parce qu'il faut tout faire en même temps, puisque nous avons quand même récupéré... C'est la pédagogie qui ne va pas, c'est quoi? Non, c'est que les Français ne pensaient pas qu'ils allaient payer autant d'impôts, peut-être. Qu'ils allaient devoir payer la facture d'autant d'inconséquences. Exemple, quand nous avons trouvé le déficit commercial, il était à moins 74 milliards. Vous vous rendez compte dans quel état est notre pays? On n'a pas connu ça depuis la libération, l'après-guerre. Les dettes que nous avons accumulées, c'est pas seulement 600 milliards, 597 milliards de dettes. Ça, c'est la dette sarkozyste. Sur la totalité, ça fait 1800 milliards. Et qu'est-ce qu'on fait? Il faut rembourser. On va rembourser nos dettes quand même. Donc, c'est simple, il va falloir trouver des ressources. C'est tout le problème des impôts. Qui ne rentrent pas. Hein, voilà. Vous avez vu, hein, le président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale le déficit, quand on l'a trouvé... Trop d'impôts tue l'impôt et que vous êtes arrivé à une limite et que dorénavant, la hausse des impôts ne se traduit plus par des rentrées fiscales supplémentaires. Mais on fait aussi des économies sur les dépenses. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on fait des économies sur les dépenses, vous avez tout le monde qui hurle. D'ailleurs, vous serez le premier à hurler. Je reviendrai quand on va couper dans vos dépenses. Vous allez voir, vos allocations familiales, monsieur Brice, Caroline Eliachef. Caroline Eliachef attend la parole depuis un moment. Caroline Eliachef. Oui, je voudrais vous poser une question sur les relations entre les banques et les industriels ou ceux qui, effectivement, les PME qui sont censés faire la richesse de la France. Qu'est-ce que vous pensez de ces relations et est-ce que vous ne pensez pas qu'ils ont une réelle importance d'une part et une réelle responsabilité dans la difficulté que peuvent avoir les PME françaises à se développer? Ce sont des relations qui vont d'ailleurs très mal. Vous faites bien de soulever ce problème parce que nous avons sur le terrain aujourd'hui une frilosité, une attitude de prudence qui frise la rente. Voilà. Le système bancaire, d'ailleurs, ne fait pas son travail, demande des rentabilités excessives. C'est la raison pour laquelle nous avons fait une banque concurrente publique, une sorte de service public bancaire, dont la rentabilité est beaucoup plus faible, nous l'assumons, que ce que réclame la Société Générale, BNP Paribas, qui demande des retours d'investissement entre 7 et 10, 12. La banque publique d'investissement sera en dessous de 4, comme la banque postale. Et c'est une banque plus patiente, qui va accompagner les entreprises enracinées sur les territoires, qui aujourd'hui ne trouvent plus à se financer, sauf par l'autofinancement, par le prêt d'individus. C'est incroyable. C'est presque des tontines maintenant entre chefs d'entreprise familiales qui se passent sur le terrain, parce que la banque ne fait pas son travail. Et aussi moins gourmande.
Je n'ose employer le mot de Joseph Stiglitz, le grand prix Nobel, qui parlait de cupidité du système financier. Il est trop cupide. Deuxième mesure, nous sommes en train de prendre des décisions qui concernent l'assurance vie, qui est la trappe à épargne des Français. 1300 milliards d'encours. Il n'y a que 4% de cet encours qui s'investit dans les entreprises françaises. À nous de mettre le tuyau vers la Banque publique d'investissement pour pouvoir améliorer le financement de ces entreprises. C'est un travail difficile, mais nous avons quand même une réponse maintenant qui est opérationnelle sur le terrain dans les régions. D'ailleurs, 95% des décisions prises par la Banque publique d'investissement le sont localement. Ça ne remonte pas à Paris. Arnaud Montebourg, merci d'avoir accepté.